Salut à toutes, salut à tous. Vous êtes sur Afterstad, votre rendez-vous football. Encore aujourd'hui, nouveau tour d'horizon de l'actualité. On va commencer par aller au Gabon pour revenir sur le feuilleton Daniel Cousin, le sélectionneur des Panthères. 6 mois sans salaire, 6 mois sans contrat, il a tapé du poing sur la table, il a enfin eu gain de cause. On va revenir sur toutes les raisons de ce micmac au sein du football gabonais. Ensuite, on va aller au Togo, au Maroc, encore au Sénégal, où la violence a beaucoup fait parler la semaine passée. Beaucoup d'envahissements de terrain, de débordements, de violence, même une arbitre dans le coma au Togo. On va revenir sur les raisons qui poussent le public à venir se défouler. Qu'est-ce qui fait que le stade est devenu une espèce d'exutoire en Afrique? Et enfin, pour finir, un sujet qui va vraiment, je pense, vous passionner, c'est l'Afrique, nouveau vivier des pépites. Il y a beaucoup de clubs qui sont en train de finaliser des partenariats avec des centres de formation, notamment l'Olympique de Marseille avec Djambar au Sénégal. On va essayer de voir à qui peut profiter, on va dire, ce nouveau partenariat, est-ce qu'il est vraiment gagnant-gagnant. Ça, c'est pour le menu qui s'annonce chargé et copieux. Je ne serai pas tout seul aujourd'hui, deux invités de choix. Anthony Mouyongui, bonjour Anthony. Bonjour Mansour. Et Ahmedi Tomachekal, bonjour Ahmedi. Bonjour Mansour, bonjour Anthony. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas là les gars. Donc on va commencer par le Gabon. On en parlait un petit peu en off, ça nous fait toujours sourire ces histoires de sélectionneurs qui ne sont pas payés, qui n'ont pas de contrat. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, regardez un petit peu ce qui s'est passé, c'est avec Cynthia Nzetia. Daniel Cousin aurait eu raison de taper du poing sur la table. Toujours pas payé et même pas doté d'un contrat depuis sa nomination comme sélectionneur du Gabon en septembre dernier, l'ancien buteur des Panthères avait haussé le ton en faisant appel à un avocat qui a écrit au ministre gabonais des Sports, Alain-Claude Billy-Binzé, afin de dénoncer la situation de son client. À un mois du match capital face au Burundi dans les éliminatoires de la CAN 2019, le technicien avait même menacé de claquer la porte faute de régularisation. Et ce coup de pression a fait son effet, comme l'a annoncé mardi le directeur général des sports gabonais, Mathurin Bindongbi Alogo. À l'issue d'une réunion de travail entre la Fédération gabonaise de football et le ministère des Sports, une avance conséquente sur ce qui est dû à Cousin a été faite, a assuré le ministre d'État, qui a également instruit la fédération pour que le contrat de Cousin soit écrit, mais aussi ceux de tout son staff technique, à commencer par Zita Banangoye et François Amégas. Alors qu'il avait été sévèrement taclé par le ministre des Sports au sujet de sa démarche, Daniel Cousin se retrouve ainsi conforté à son poste, mais va désormais avoir la pression du résultat. À un mois du déplacement au Burundi pour un match qu'il faudra absolument remporter pour participer à la CAN, le sélectionneur doit s'attendre à ce qu'aucune contre-performance ne lui soit épargnée après son bras de fer avec ses dirigeants. En somme, ce sera sans nul doute un match à qui tout double pour lui. Alors voilà, un sélectionneur 6 mois sans salaire, 6 mois sans contrat. Il tape du poing sur la table, il saisit des avocats, il finit par avoir gain de cause, Anthony. Comment est-ce qu'on en arrive là quand même? C'est assez fou. C'est fou, c'est hallucinant. Tant du côté de la fédération, du ministère, que du côté de Daniel Cousin. Comment il a pu accepter un travail après 1 mois, 2 mois, jusqu'à arriver à 6 mois, sans se faire payer, sans avoir un cadre juridique bien défini. Pour un ancien footballeur professionnel, c'est quand même... il a été un peu naïf, il s'est peut-être... oui, il a fait preuve de naïveté. C'est de la naïveté, je pense. Première expérience en tant qu'entraîneur. Il joue pour son pays, enfin il joue pour son pays, il a joué pour son pays, il se retrouve sur cette terre. Il est très enthousiasmé, je pense, par le rôle qu'il va avoir. Mais bon, il connaît quand même les malaises de la sélection. C'est de la naïveté, je pense. J'allais en arriver là, et connaissant le mode de fonctionnement de la fédération, avec ce qui s'est passé avec Camacho, il aurait pu être averti, se dire qu'avant de m'engager, j'ai besoin d'un cadre juridique bien défini avec des assurances, comme font certains footballeurs pour aller dans un club. Donnez-moi la garantie d'être titulaire, je viens, sinon je ne viens pas. C'est ça, parce qu'en plus, il a été nominé, il fait une conférence de presse, ça veut dire que tout ce moment-là, il n'a pas signé de contrat. C'est assez dingue, je pense. C'est la chair avant les bœufs, c'est fou. Peut-être qu'on l'a fait marcher aussi, tout simplement, que pendant un moment, on lui répétait sans arrêt demain. Mais moi, je pense que c'était un peu un jeu d'échecs au niveau de la fédération. Elle s'est peut-être dit, bah voilà, on va tenter le pari Daniel Cousin, qui n'a aucune expérience derrière tout ça. Certes, qui a vu la vie de groupe, etc. au sein de la sélection gabonaise. On va voir ce que ça va donner. Donc, ils ont un peu fait jouer le temps.
Comme ça, le jour au lendemain, s'ils peuvent le jeter, on va le jeter comme ça sans paperasse, sans indemnité. Voilà, sans indemnité ni quoi que ce soit. Et du coup, Daniel Cousin, on va dire, est tombé dedans. Lui, peut-être persuadé de réussir avec les Panthères. Ouais. Et finalement, voilà. Mais quand on revient à sa nomination, il est content. Mais bien sûr. C'est comme l'aboutissement d'un rêve. Lui-même C'est le ça, dit, exactement. que j'espérais être sélectionneur, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. C'est peut-être cette euphorie-là, se disant que c'est mon pays, j'aime mon pays, je fais confiance à la fédération. Et ce qui est curieux dans ce cas de situation, ça arrive souvent aux entraîneurs locaux. C'est là où je voulais en venir, parce qu'on a rarement vu les fameux sorciers blancs arriver et travailler sans contrat quand même. Ils exigent la première chose, un contrat, même un premier versement avance, de salaire déjà sur un laps de temps donné, 3 mois, 6 mois déjà, pour être sûr que... Et d'ailleurs, à ce sujet, le ministre des Sports, lorsqu'il a appris Daniel Cousin avait saisi des avocats, il a dit au sujet de Daniel Cousin que c'était un comportement de star et que c'était une prise d'otage quand même qu'il était en train de faire. Ça revient exactement à ce qu'on a dit, je pense. Je pense vraiment que la fédération a tenté un pari qui était, il n'était pas lié à la fédération par un contrat ni quoi que ce soit, donc pas de chaîne. Du coup, ils se sont dit, on va tenter le pari Daniel Cousin, vu déjà l'état de notre sélection. Ils ont tenté le pari. Et en faisant les choses comme ça veut dire que si demain on peut se séparer de lui, on se séparera de lui et il n'y a pas de contrat ni quoi que ce soit. Lui, il arrive un peu naïvement avec cet enthousiasme d'entreprendre, de prendre les rênes de sa sélection nationale. Et au final, il s'aperçoit que rien ne va. Moi, je pense qu'il y a un véritable dysfonctionnement au sein de la Fédération gabonaise de football. Déjà, on a vu la manière dont le cas avec l'affaire Aubameyang aussi. Le cas Pierre Aubameyang, le père aussi, de Pierre-Emerick. Déjà, avec Camacho, le fait de prendre un sélectionneur qui ne vit pas au Gabon et qui ne parle pas français, c'était déjà 2 grosses erreurs. Comment allait-il communiquer? Autant, bon, sur l'aspect langue, on peut dire qu'il y a des Gabonais qui peuvent parler espagnol, qui peuvent faire l'interprète, comme ça se fait souvent dans plusieurs sélections. Mais le fait qu'ils ne vivent pas au Gabon, c'était déjà un frein au développement de sa carrière en tant que sélectionneur. Mais arrive le couac avec Pierre Aubame, où ils annoncent l'information avant même que l'intéressé... Ça montre qu'au sein de la fédération gabonaise, il y a des choses ne sont pas... Est-ce que c'est la fédération qui décide au Gabon? Est-ce que c'est pas plus haut? Non, mais que ce soit au Gabon ou dans d'autres pays africains, c'est le ministère, c'est parfois directement le président de la République qui décide de ce qui se passe. Mais du coup, là, quand même, notre ami Daniel Cousin, il a un peu la pression du résultat parce que là, il a tapé du poing sur la table. Il va avoir son contrat, ses salaires, mais un match capital quand même le 22 mars contre le Burundi. Mais moi, je pense que la pression, elle était déjà là, la pression du résultat, puisque le Gabon est obligé de gagner pour occuper la 2e place et se qualifier. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas mélanger les 2 aspects. Il y a un aspect qui est travail, qui doit être rémunéré. Il doit être rémunéré, peu importe si l'équipe nationale gagne ou pas. Il fait son travail. On doit pas se dire qu'on a fait 6 mois sans le payer parce qu'on attendait le résultat. C'est ça en fait. C'est final. Il a fait un travail, il mérite d'être payé en fonction de ce travail. On lui signe son contrat et le résultat, il peut qualifier le Gabon comme le Gabon ne peut pas se qualifier. Ça, c'est un autre aspect. Mais la pression, elle est toujours là. Quand on est sélectionneur, on est obligé de gagner, de faire des bons résultats. Non, mais je pense que la fédération et le ministère l'ont un peu mauvaise parce que tout simplement, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils puissent aller aussi loin. Et puis, eux étaient partis dans un état d'esprit où il n'allait pas forcément réussir, mais on va tenter le pari, on va voir ce que ça va donner. On ne va pas le payer, on va faire des économies sur 6-7 mois. Et au bout d'un moment, on va lui dire de partir parce que ça ne va pas marcher, en attendant de trouver quelqu'un d'autre. C'était peut-être un gain de temps. Là, il a décidé de se mobiliser avec ses avocats. Ils ont vu que c'est allé loin quand même. Ils ont vu qu'il s'était armé d'avocats, donc qu'il y avait forcément des attaques qui pouvaient suivre ce traitement. Donc là, du coup, ils se disent, ah ouais, d'accord, donc là, on va te payer maintenant, t'as un contrat, t'as intérêt à réussir. Voilà, il commence à dire... Et c'est un peu malhonnête parce que normalement, on doit anticiper ces choses-là. À partir du moment où on administre le poste à quelqu'un, c'est une forme de confiance qu'on lui confie. Et on a l'impression qu'ils n'avaient pas réellement confiance en lui et qu'aujourd'hui que le contrat est signé,
Maintenant, on décide de te donner un peu notre confiance à défaut. Donc maintenant, tu as intérêt à faire quelque chose avec cet argent qu'on va Mais gagner. de toute façon, c'était pas un premier choix, Daniel Cousin. Voilà, c'était C'est pas un peut-être ça, premier la choix. base Il y avait du une liste, problème. une longue liste. Alain Giresse, Luis Fernandez étaient dans la liste. Ils ont privilégié la solution locale. Mais je trouve que c'est une bonne idée de prendre Oui, bien sûr. un Gabonais. Le coût est moins élevé que prendre un expatrié. Mais il faut faire les choses dans les normes. Vous le faites signer un contrat, vous le payez son salaire, tout en sachant que vous l'avez nommé avec pour principal objectif qualifier le pays pour la prochaine Coupe Et d'Afrique en des plus Nations. de ça, c'est un ancien international. Voilà. Ça veut dire qu'il doit avoir un certain respect dans le vestiaire, etc. Voilà. Quand même 55 Toutes les sélections, sélections. c'est pas rien. Et c'est un Ils joueur sont qui a joué en passés, Europe. voilà. Exactement, il a joué en Europe, il s'est éternisé en France. À Lens notamment, ça a été un buteur. Il avait un très bon ratio. Ou à Niort, ou même en Première Ligue. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc il a peut-être moyen de transcender son effectif. Donc ça, pour moi, ça semblait un choix un peu logique, on va dire. Il y a beaucoup de sélections qui font appel à d'anciens internationaux. À Aliou Cissé par exemple au Sénégal, il y a Et qui plusieurs réussit équipes parce comme ça, exactement. Djabel qu'il a Belhami en peut-être Algérie. une liberté de manœuvre plus Exactement. par rapport à ses résultats, Ouais. puisqu'il a amené quand même le Sénégal en Coupe du Monde des années après la première participation. Donc la fédération sénégalaise lui fait confiance tout en lui disant que les objectifs à atteindre, Voilà. c'est être régulièrement en Coupe d'Afrique des Nations si possible, vu l'effectif du pays, viser enfin un premier titre ou une deuxième finale comme en 2002. Mais Cousin n'a pas eu, je crois, cette assurance. Mais après, traiter son comportement de Star. caprice De de star. star, je Caprice de trouve star, ça j'ai pris c'est d'otage. une insulte de plus. Que vous l'engagez, vous ne lui payez pas son argent, il réclame, vous le traitez de capricieux. Mais là, c'est parce que c'est le cas Cousin. Ouais. Donc on se dit qu'il a des revenus peut-être du fait d'avoir été footballeur C'est ça. professionnel. Mais ça aurait été un Gabonais qui vit au Gabon. Comment il allait s'en sortir pendant ces 6 Ce mois? n'est pas du bénévolat, hein. C'est quand même une C'est sélection. certes pour Il y l'équipe a des nationale. déplacements, il y a voilà. Parce que le président de la République, il n'est pas bénévole. Ouais. Il a tous les avantages. Il a encore un gros salaire qui est viré chaque mois. Pourquoi le sélectionneur n'aurait pas son salaire? Bonne question. Bonne question. En tout cas, on voit que c'est un sujet qui vous a passionné. Et malheureusement, c'est un sujet récurrent quand même au niveau des dirigeants africains, des fédérations. On revient toujours on va dire peut-être les mêmes mots. Je pense, ouais. C'est à peu près similaire dans plusieurs pays, c'est comme ça. Je pense que c'est une question d'organisation, c'est une question aussi quelquefois de corruption, c'est aussi quelquefois une question de reversement du budget qui a été alloué. Est-ce qu'il est vraiment pleinement utilisé sur ce qui doit être utilisé? Ouais. Et comme tu as pu le dire tout à l'heure, hein, c'est un traitement qu'on s'aperçoit qu'on l'inflige plus facilement aux locaux qu'aux étrangers, parce que les étrangers arrivent armés, avec un certain aura. Voilà, tu ne me fais pas signer, tu t'alignes pas sur mes prestations salariales. Moi, il n'y a pas de souci, il y a le Mali qui m'appelle à côté. Et il me propose double. Donc c'est un peu comme ça, malheureusement, c'est les jeux des enchères. Ça devait être plutôt... C'est pas des attitudes à accepter, mais on devait mieux traiter les sélectionneurs locaux. Parce que pour le cas de Cousin, c'est d'abord un ancien international. Donc il s'est donné sur le terrain pour son pays. Et là, il vient pour se donner en tant qu'entraîneur. Il mérite un minimum de respect et de considération. On va retenir sa considération pour les sélectionneurs locaux. Messieurs, on va passer au deuxième thème de cette émission. Forcément, vous n'êtes pas passé à côté. La semaine dernière, épisode de violence dans les stades. Au Togo, les arbitres se sont même mis en grève. Il y a eu une arbitre qui a été agressée au point qu'elle ait été dans le coma. Le match Jaraf AS Piquet au Sénégal qui dérape à la fin de la partie. Épisode aussi mouvementé au Maroc, aussi en Algérie. Ça, à midi, je me tourne vers vous. Tout d'un coup, là, comme ça, une flambée de violence qui repart. Alors, avant, on avait l'impression que c'était épisodique, mais là, tout d'un coup, à quoi ça peut être dû? Bah là, justement, on rebondit sur l'affaire du Gabon avec les fédérations et autres. Moi, je pense que c'est un problème de tas de choses. Déjà, l'aspect sécuritaire en Afrique, c'est assez large, ça ne concerne pas forcément que les stades. Mais ensuite, lorsqu'on a affaire à des professionnels qui sont dans leur métier, qui travaillent, il faut leur donner toutes les chances d'être en sécurité. Et malheureusement, je pense qu'en Afrique, de manière générale, que ce soit en Algérie, au Maroc, au Sénégal, au Gabon ou ailleurs, on a tendance à ne pas mettre les moyens pour protéger les professionnels. Je ne sais pas si tu te souviens, la dernière fois, Mansour, tu m'avais invité concernant le match de l'Algérie avec la Gambie, il me semble. Tout à fait, l'envahissement de terrain. Voilà, exactement, envahissement de terrain. Mais c'est significatif, enfin, je veux dire, ça représente beaucoup de choses, ces choses-là. On voit bien que les moyens ne sont pas mis en œuvre pour protéger les rencontres officielles, pour protéger les joueurs.
Donc si on ne le fait pas déjà aux abords du terrain, vous pensez vraiment qu'on va le faire aux abords des stades? On ne le fait pas. Vous vous rappelez de Sport Saïd en Égypte, il y a eu 75 morts. On a dit que l'armée avait peut-être laissé les supporters rentrer dans les vestiaires, etc. pour ensuite s'en prendre aux joueurs. C'est des choses graves. En Algérie, on a eu l'affaire Ebossé, par exemple, qui est décédé. Voilà, exactement. Dans le projectile, il y a même eu des sources qui disaient que peut-être qu'il a été frappé dans le tunnel. Voilà. Donc ça montre bien que même dans les stades, entre supporters et même sur le terrain, les moyens ne sont pas mis en œuvre. Il n'y a pas de sensibilisation aussi à l'extérieur. Moi qui ai déjà vécu des rencontres dans le championnat local algérien, mais vous sortez, c'est une boucherie dehors. Alors justement, on va commencer parce qu'il y a plusieurs aspects. L'aspect sécuritaire et infrastructure, parce que c'est peut-être une des bases du problème. Stades, oui. Voilà. Est-ce que les stades en Afrique, ils sont faits pour accueillir des rencontres, on va dire, dans de bonnes conditions de sécurité? Parce que on a l'impression que c'est vraiment facile d'enjamber une barrière. Oui, si vous vous souvenez bien, il y a quelques émissions, on a parlé des infrastructures en Afrique. On a l'impression que les stades, c'est juste pour... tu viens, tu regardes un terrain le match, et des gradins. Voilà. Donc on ne prend pas en considération les normes de sécurité, et combien de personnes doivent être dans le stade, maximum, minimum, combien d'ouverture de sécurité en cas de... Même en Europe, ils ont eu ce genre de problème. C'est à partir du drame de Ezel que les gens ont commencé à réfléchir sur comment faire pour éviter que, même si ça arrive, mais maintenant c'est de moins en moins, parce que les stades sont faits de telle sorte que quand il y a une situation, comment faire pour évacuer? Les personnels, les stadiers sont formés, les policiers également sont formés pour garantir une sécurité. Est-ce que les policiers en Afrique sont formés pour gérer ce genre de crise quand il y a échauffourée entre différents supporters? Mais est-ce qu'il y en a assez, surtout parce que voilà, nous ici, les matchs de Coupe d'Europe, on voit bien, il n'y a quasiment plus de barrières, il y a, le public est assis, il y a parce que le public aussi est éduqué d'une certaine façon. Comme Amédi parle de sensibilisation, il faut sensibiliser le supporter avant les matchs que ce n'est qu'un jeu après tout. Même si ça défait les passions, ça déchaîne les passions, ça reste qu'un jeu. Tu ne vas pas tuer une personne, tu ne vas pas violenter une personne parce que ton club a perdu. Et puis arriver à trouver les responsables quand il y a des situations. Exactement. On bannit du stade, comme on fait en France ou en Grande-Bretagne. Mais est-ce qu'on a les moyens logistiques pour arriver à déterminer que tel groupe de supporters... C'est un ensemble de problèmes qu'il faut régler cas par cas, sensibiliser, comme a dit Amédi, former les personnels qui seront uniquement chargés de gérer la sécurité dans les stades, sensibiliser aussi au niveau des forces de l'ordre. Et on remarque souvent quand il y a situation dangereuse dans un stade, les policiers se mettent à tirer, se mettent à taper à tout va. Et ça aussi, ça augmente encore la panique, ça crée encore des bousculades, alors qu'une situation bien maîtrisée aurait pu éviter le nombre de victimes. Alors ça, c'est, on va dire, la théorie, c'est la formation, la sensibilisation et tout ce qui va avec. Mais dans les faits, ça se fait comment? Par exemple, si demain on veut sensibiliser la population, comment est-ce qu'on s'y prend? À base de spots ou de... Oui, mais de campagnes, comme on a fait au niveau en Grande-Bretagne ou en France. Et de sanctions exemplaires aussi. Voilà, des sanctions exemplaires. Les groupes de supporters, d'une certaine façon, sont connus. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait des formateurs dans chaque groupe, informer les groupes de supporters. Le foot, c'est ça. Ce n'est qu'à partir d'une prise de conscience au niveau des supporters qu'on pourra se dire que on éviterait des drames. Même si on peut dire, même si c'est pas possible que tous les supporters soient éduqués, parce que quand la passion arrive, on a du mal à se comprendre. Après, il faut faire au cas par cas. Après, bon, c'est vrai que ça demande des moyens. Mais ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que les fédérations, la Ligue, sont prêtes à injecter de l'argent dans cet aspect-là. Peut-être qu'ils ne prennent pas ce problème aussi suffisamment au sérieux. Ouais. Parce qu'ils se disent, bon, ça arrive à 2-3 matchs, quand c'est des petits derbies, etc., il faut être prêt. Ils vont appeler la police va venir surveiller les supporters, mais une fois qu'il y a le mouvement de masse, tout le monde commence à se chauffer, et ben après c'est difficile d'être dans l'incendie. Et quand il y a un mort, 2 morts, des blessés, etc., et ben on va calculer les conséquences, sans forcément redire de ces leçons-là. Et c'est malheureux. L'Égypte s'apprête à recevoir la CAN, et moi je l'ai dit bien avant, j'ai dit déjà, elle n'arrive même pas à gérer ses propres soucis en interne, et elle va être prête à recevoir des supporters, je ne sais pas,
sénégalais, algériens, comme marocains, la plupart etc. des supporters africains ne se déplacent pas facilement, donc les groupes sont souvent Plus encadré. encadrés, ce sont les Mais délégations c'est vrai de la que fédération. potentiellement, il y C'est a un des choses risque. qui sont, oui, c'est des choses qui sont Ouais, inquiétantes. c'est En vrai. Afrique, c'est très très compliqué. D'ailleurs, ça devrait être un souci majeur avant comment dire, de choisir quel État pourra organiser l'événement. D'ailleurs, ouais, on va en Mais- parler mais, en... Non, tenez, je vous Mansour, coupe juste. On en reparle juste après une petite page de pub parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. On revient dans quelques instants. Reste avec nous. After Stade, deuxième partie, toujours accompagné d'Anthony Mouyungi et d'Amedi Thomas Chekal, toujours sur ce thème de la violence dans les stades. Avant la coupure, Anthony, vous voulez rebondir, on est en train de parler de sensibilisation, d'éducation. Vous voulez dire quelque chose dessus? Oui, je voulais juste souligner un aspect que tout ça, il faut le voir également la question sur l'aspect social. Oui. L'aspect social pour voir la société dans laquelle ces fans de football vivent. Souvent, c'est pas une société facile, donc le stade aussi devient comme le seul moyen où on peut se procurer quelques émotions positives en se disant le quotidien est difficile, je vais au stade, je veux supporter mon club, et quand le résultat n'est pas souvent à la hauteur, ça ramène les mécontentements qu'on a à la maison, qu'on a au quartier, et souvent ça devient une exécutoire à tous les le mécontentements que l'on C'est ça, le vit dans- stade, fameux exutoire où on vient un peu déverser ses... C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que c'est important justement de pouvoir sensibiliser là-dessus. Comme tu as pu le dire tout à l'heure, Anthony, il faut montrer que c'est un jeu malgré tout. Certes, il y a de la passion, mais ça reste un jeu. Et que la semaine suivante, il peut très bien qu'il y ait un bon résultat, etc. Donc il faut montrer que toutes ces choses-là, on ne les accepte pas dans le stade. Et ça passe par des mesures que les gouvernements doivent appliquer, par les sanctions exemplaires aussi, et afin que ces choses-là ne se renouvellent pas. Parce que malheureusement, beaucoup de pays se plaignent de ne pas recevoir certaines compétitions, mais derrière, il faut aussi assurer tout ce qui est aspect sécuritaire. Ouais. Si déjà on n'arrive pas à l'assurer en dehors des stades, comment on va le faire pour l'assurer dans les stades? C'est vrai que, oui, en plus, pour tout ce qui est la partie sanction, souvent les enquêtes elles sont menées assez rapidement. On trouve 2-3 coupables, ils font quelques mois de prison et puis ils ressortent. Donc, en final, on ne retient pas Et les ils leçons. ressortent, pour le lendemain, ils sont au stade. Ouais. Alors que quand on est condamné, il faut être éloigné des stades pendant une longue période. De Comme vraies ça, mesures. De vraies mesures. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans ce qu'on a l'habitude de voir en Afrique, des jugements à 2 poids 2 mesures. Un club est souvent mal sanctionné, plus sévèrement sanctionné qu'un autre sur les faits qui sont quasiment identiques. Ouais. Donc on choisit, si c'est un grand club, on ne le sanctionne pas sévèrement, juste une amende, mais si c'est un petit club, on tape dessus. Donc il faudrait qu'il y ait une législation dans chaque pays sur ces débordements-là. Il y a des législations sur les délits, sur les crimes. Il faudrait que sur le volet football, que chaque État africain arrive, instaure des lois pour Et discipliner. vous pensez que ça, on pourra y arriver? Parce que nos ligues et nos fédérations, il y a déjà beaucoup de boulot. Hein. En plus, accorder une autre partie du budget sur cet aspect-là. Déjà, je les pense que fédérations n'aiment En pas. fait, ça tout va être est financier compliqué. en fait. Oui, tout est. Tout est C'est financier. financier, c'est aussi une question de conscience. Oui, mais après, Se à un moment rendre donné, compte que ça va loin, ça peut aller loin. Actuellement, on est il y a beaucoup de pays qui sont dans des logiques de vente de leurs droits, de leur championnat. Je veux dire, un championnat où on va tous les week-ends des investissements de terrain, c'est pas vendeur quand même. Non, pas du tout. Ça fait pas Pas du rêver. tout. Qui Est-ce va qu'à un moment donné acheter aussi, les gens vont pas se dire, attendez, il faut d'abord que je vende bien mon produit. Mais est-ce que déjà les championnats de base se vendent bien? Malheureusement. Ils se vendent un peu, même si c'est pas cher. Oui, bien sûr, ils se vendent un peu. Mais après, peut-être que c'est ça qui fait que les ligues ne voient pas forcément l'intérêt d'investir dans tout ce qui est sécurité, etc. S'il n'y a pas une question financière en retour. Après, il faut voir au-delà, bien sûr. Il faut voir au-delà, il faut voir les choses d'un côté humain.
On ne peut pas laisser des gens se faire poignarder ou se faire bousculer, ou même le corps arbitral se faire agresser à plusieurs rencontres, c'est quand même grave. Mais le pire dans tout ça, c'est à l'intérieur des stades, mais encore une fois à l'extérieur. Je ne sais pas, si vous allez voir un match de football local, vous allez voir que lorsqu'il y a des déplacements de supporters extérieurs, à chaque fin de match, c'est du lynchage, mais vraiment du lynchage. La police essaye d'aider, etc. Mais on peut les retrouver à la gare routière pour récupérer leur train ou leur autocar pour retourner dans leur ville. Et ils peuvent se faire caillasser dans le bus, mais même le bus s'arrêter et se faire frapper dedans. Et ça, c'est un quotidien malheureusement, et ça passe par l'éducation. On en revient à l'éducation, donc c'est une question de mentalité. Il faut changer la mentalité de supporter. Il y a du boulot en tout cas. Il y a du boulot dans tous les secteurs dans le football africain. Messieurs, passons au troisième thème. Donc l'Afrique, nouveau vivier des pépites. Bon, ça veut déjà qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux en Afrique qui sont nés, qui ont émergé. Là, prochainement, l'Olympique de Marseille va finaliser un partenariat avec Jambar notamment, mais bon, c'est pas le premier. On a vu Génération Foot Metz, Lyon, Dakar, Sacré-Cœur, les académies Jean-Marc Guillou, l'académie Mohamed VI au Maroc, Paradou en Algérie, etc. Ajax, Cap. Déjà, est-ce que c'est une bonne idée ces filières à exploiter? De revenir comme ça, on va dire, il y a beaucoup de gens qui reviennent actuellement sur le continent. Les professionnels. Oui, les clubs. Alors oui et non pour moi. Oui, ça a du bon et ça a du mauvais. C'est ça, exactement pour moi. Alors, on va partir sur le bon déjà. Le bon, c'est simple. Si les clubs locaux arrivent à vraiment dénicher les talents bruts et ensuite les encadrer pour qu'ensuite ils fassent une formation beaucoup plus sérieuse en Europe et beaucoup plus efficace, on va dire, ça a du bon. Parce qu'ils vont vendre leurs joueurs, immédiatement ils auront directement preneur. Ouais. L'aspect négatif, c'est que finalement, les clubs locaux ne pourront pas négocier directement auprès des clubs. Ouais. Ça veut dire que, je ne sais pas, un joueur comme Sadio Mané qui est issu de Génération Foot, peut-être que Génération Foot aurait pu le vendre beaucoup plus cher hors de ce partenariat. Donc au final, ça se réfléchit. Ça peut être positif parce qu'au moins ces clubs-là peuvent avoir une rente qui est beaucoup plus régulière à travers ces partenariats. Mais d'un autre côté, ils peuvent passer à côté d'un gros lot à travers certains joueurs. Donc ça se réfléchit en tout cas. Est-ce que quand Sadio Mané est transféré, Génération Foot touche... toujours. Ouais, okay. Toujours. Un peu. Oui, un peu. Une prime de formation comme touche tous les clubs formateurs. Mais moi je reviendrai sur l'aspect financier. Comme on dit que tout nécessite de l'argent. Comme on n'a pas beaucoup de moyens, on n'injecte pas beaucoup de moyens dans la formation. Ouais. Donc ça serait positif de recevoir de l'argent extérieur pour nous aider à former nos jeunes, parce qu'on leur donne les conditions, on les met dans les conditions adéquates pour les former. Et comme a dit Amédi, il y a déjà comme un circuit qui est établi. Tu es dans le cas de Jambar ou de Génération Foot, tu es meilleur, tu es déjà sûr que dans le proche avenir, il y a une passerelle qui est déjà établie. Tu vas aller en Europe dans un club où, comme avec Jean-Marc Guillou, il y avait Lokeren qui quittait Abidjan pour aller à Lokeren. Et si tu étais extraordinaire, ben, tu finissais comme Gervinho ou les frères Touré. Maintenant, le mauvais côté, c'est ces clubs, en fait, ne tirent pas profit de ça. C'est là où je voulais en venir, parce qu'au final, ils forment des joueurs qui vont à 18 ans. À quel moment est-ce que le club il en profite au niveau de son championnat? Donc au niveau local, les équipes ne vont pas évoluer. Ouais. Les équipes, le championnat ne va pas avoir la qualité parce que les joueurs de qualité vont tous partir. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que dernièrement j'avais une discussion avec le directeur de communication du club de l'USMA en Algérie. On parlait notamment du Paradou. Oui. Alors justement, j'ai eu la même réaction que vous, que justement en faisant fuir ces talents, le championnat ne bénéficiait pas de ce genre de joueurs. Mais après, il faut savoir quelle est l'histoire de ce club. Par exemple, le Paradou est un club qui a très peu de supporters de base. Et on leur dit justement que ces joueurs-là, c'est le contexte idéal pour que ce genre de joueurs puissent s'épanouir. Et c'est justement sur cet aspect-là qu'ils arrivent à exploser. Lorsqu'on voit actuellement des joueurs comme Boudaoui ou comme Naïdji actuellement qui est en train de totalement exploser dans la Mobilis League algérienne, c'est des joueurs qui n'ont aucune pression car les supporters, il y en a très peu. Et c'est un club un peu comme le FC Barcelona 2. C'est des clubs qui sont faits pour
propulser, faut propulser. mais qui n'ont pas de réelles ambitions en termes de titres ou quoi que ce soit. Ils savent très bien qu'ils sont là pour revendre leurs joueurs après. Un peu comme le centre Salif Keita. Il y a plein de clubs de ce genre-là. Donc, je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là, mais d'un autre côté, il faut des fois creuser au cas par cas. Il faut voir au cas par cas selon le club. Voilà. Mais après, du coup, comment est-ce que ces structures africaines pourront tirer leur épingle du jeu? Parce que venir vendre son meilleur joueur, récupérer un peu d'argent, c'est bien beau. Mais l'argent, ça part. Mais comment est-ce qu'ils pourront, on va dire, transformer l'essai sur le long terme? Parce qu'il faut une certaine vision. Je veux dire, avoir une bonne génération de joueurs, c'est bien parce que ça va faire vivre sur un certain temps. Mais si après on se retrouve avec une mauvaise génération de joueurs, tout d'un coup, ça marche moins bien. Ça marche moins bien, oui. Mais, après, peut-être qu'ils vont les réinjecter aussi en embauchant d'autres émissaires qui peuvent aller dans d'autres coins du pays ou plus de revenus. Donc du coup, on peut plus se donner les moyens pour faire certaines choses. Et voilà, excuse-moi Anthony, et peut-être que je prends encore le Paradou, peut-être qu'ils peuvent envoyer des émissaires dans les 4 coins du pays, ou même pourquoi pas à l'étranger, dans des pays subsahariens ou autres, pour aller directement dénicher ces pépites et les ramener directement dans le championnat au sein de la formation. Plutôt qu'à chaque fois attendre de trouver le petit jeune du quartier ou de là-bas qui est peut-être bon, etc. Mais comme on dit, quand on a les moyens, on peut envisager un projet au niveau plus élargi. Si le club était par exemple à Dakar ou à Abidjan, le club peut aller dans sa politique d'exploration, aller encore plus loin parce qu'il y a des moyens, parce qu'il y a maintenant possibilité qu'il y a. Comme il y a cette passerelle, plus on va avoir des joueurs de talent, plus la passerelle sera utile et plus nous, en retour, on va gagner de l'argent. Mais la politique de ce club ne doit pas être simplement une politique de former et puis vendre. Si le club joue une compétition, il faudrait bien qu'il y ait des joueurs localement qui restent pour continuer à pérenniser, parce que ce n'est pas toute une génération qui va en Europe, c'est forcément les meilleurs, les moins considérés comme étant les moins bons, les 10e, les 15e vont continuer à rester. Donc il faut qu'il y ait, outre la politique de formation, une politique également qui va permettre au club de continuer à exister hors cette formation. Une formation doit être comme, comment je peux le dire, comme une branche d'un club. Et dans cette formation, il y a une partie des meilleurs qui va aller à l'étranger. On est sûr qu'il va rapporter de l'argent au club. Il y a une partie qui doit faire grandir aussi, qui fait vivre le club aussi localement. Ouais. Alors, messieurs, on va se poser aussi une question sur le niveau de la formation en Afrique, parce qu'on l'a vu justement, il y a beaucoup de petites académies, de centres qui commencent à faire parler, dont on parle de plus en plus, qui signent des partenariats. Donc, sur le papier, c'est encourageant. Ça veut dire que il y a un vivier, il y a un potentiel intéressant, ça bouge, et surtout que les clubs, vu qu'ils commencent à venir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un potentiel intéressant. Le niveau de la formation en Afrique, il est comment actuellement? Alors d'un point de vue technique, je pense que l'Afrique n'a pas forcément eu besoin d'académie pour faire parler ses talents techniques, d'abord. Là où c'est important, je pense que... je parle beaucoup du Paradou parce que c'est le championnat local le championnat algérien, c'est le championnat local auquel je m'intéresse un peu plus. Mais on s'aperçoit qu'il y a une réelle vision stratégique sur le terrain qui est mise en place. Et je pense que c'est ce qui nous a beaucoup fait défaut en Afrique. C'est qu'on a tendance à avoir des talents, des joueurs très techniques, rapides, physiques, en défense, etc., qui arrivent facilement à s'exprimer. Mais d'un point de vue tactique, on a un peu du mal à mettre en place des choses pour vraiment être rigoureux et pour pouvoir affronter des équipes d'un autre acabit. Et c'est ce qui nous a fait défaut. Et je pense que les académies aujourd'hui, c'est sur cet aspect-là où elles ont une réelle plus-value sur les championnats locaux et sur le pays. Et je trouve ça très intéressant. C'est très intéressant parce que là où on a des manquements, il faut les combler. Et actuellement, ces structures arrivent à apporter là où on a des axes d'amélioration. Donc pour moi, c'est un gros oui. Mais après, sur le très long terme, il faut que ça influence le football local. Il faut qu'on arrête de se tenir qu'à ces académies. Et il faut qu'il y ait une réelle influence au sein des centres de formation des différents clubs. Et ça passe par la professionnalisation du football local. C'est tout à fait ça. La formation, comme vous venez de le dire, n'est pas appréhendée de la même façon qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Afrique, parce qu'on n'a pas les mêmes types de joueurs et puis la culture football n'est pas la même. Et si les Africains, du point de vue technique, physique, ils sont pratiquement au point, on n'a pas besoin de... Mais il y a d'autres aspects liés à la vie de footballeur que les Africains ne connaissent pas, parce que le football
n'est pas professionnel dans tous les pays. C'est des amateurs, pour semi-amateurs, ils travaillent le matin, l'après-midi, ouverts aux entraînements. Donc la formation pour ces jeunes-là les aide non seulement sur le plan footballistique, mais sur le plan de la gestion de la carrière dans son ensemble et la gestion aussi des matchs. Souvent, on remarque que les Africains, dans les compétitions internationales, on commence bien, mais à un certain niveau, quand la pression augmente, on a l'impression que il y a plus grand monde. On est en train de... En fait, on met trop d'enjeux nerveux dès le départ. Dès le départ. Donc, il faut savoir gérer les compétitions, gérer son physique, à quel moment se donner à fond et à quel moment réduire ses efforts en se disant que j'attends le bon moment. Donc, il y a tout un ensemble de choses que nous n'avons pas dans nos habitudes de footballeurs ou de sportifs que les formateurs nous apportent et qui permettent donc au football africain aujourd'hui d'avoir des équipes nationales comme qu'a pu avoir la Côte d'Ivoire d'un niveau compétitif au niveau international qui arrivent à rivaliser et à même faire peur à certaines sélections parce que les joueurs formés très tôt à la manière occidentale et qui ont évolué dans des clubs occidentaux ont emmagasiné de connaissances, emmagasiné de savoir. Donc c'est sur ces aspects que nous n'avons pas, que nous devons travailler. Les aspects techniques, les aspects footballistiques, nous savons, mais jouer également en équipe, ça pose souvent problème parce que nous aimons le football où on est en solo, un joueur technique qui dribble 2-3 joueurs, mais les placements, le respect des consignes de coach, souvent ça... Ça va être la plus-value qui va être apportée par les formateurs occidentaux. Exactement. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on voit plusieurs générations de bons footballeurs qui émergent en Afrique. Et voilà, certes, à l'international, on reconnaît le joueur comme talent et comme très bon joueur qui a réussi à s'exprimer en Europe. Mais on ne se rend pas forcément compte que derrière, il y a eu du travail au sein des centres en Afrique, etc. Et du coup, c'est important d'avoir ce travail de reconnaissance aussi. Alors, messieurs, avant de finir, on va passer à la question des téléspectateurs qui, cette fois-ci, portait sur... forcément, je suis sûr, vous en avez entendu parler. Donc, on va revenir sur la Mauritanie qui est qualifiée pour la CAN 2019. Alors, ils ont lancé une espèce de téléthon. Ils ont lancé un appel aux dons. Donc, la soirée aura lieu au mois de mars. Et donc, c'est pour aider l'équipe à prendre en charge une partie des frais des différents frais qu'il y aura pendant la CAN 2019. Je vois déjà sourire. Alors, moi, perso, j'ai essayé de chercher un peu, j'avais jamais vu. Généralement, il y a des primes de qualification qui sont là pour ça, les subventions FIFA et CAF. Et là, donc, on en appelle au patriotisme, au peuple pour venir aider. Est-ce que fausse bonne idée ou finalement idée lumineuse? Ça peut être une bonne idée, Mansour, mais tout dépend de la façon dont on va utiliser cet argent. Ouais. Parce qu'en Afrique, on le sait tous, il y en a un problème avec la gestion des fonds, des gens, de l'argent. On demande à des citoyens mauritaniens qui sûrement ne gagnent pas beaucoup de donner je ne sais pas, 50, qui 100 pour aider l'équipe nationale. C'est patriotique, l'idée, elle est intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Et est-ce dire que là, présentement, l'État mauritanien n'est pas en mesure de prendre en charge toutes les dépenses liées à la qualification de l'équipe nationale? Donc, il y a des primes de qualification, il y a les subventions que la fédération reçoit. Donc, la fédération a un budget. Donc, il faut se poser un certain nombre de questions autour de la gestion. L'idée en elle-même, elle n'est pas nouvelle, puisque je peux parler même du cas du Congo. Il y a eu de collecte de fonds pour, on appelle aux citoyens pour soutenir l'équipe nationale. Mais après, on ne sait pas on a reçu combien et comment ça a été utilisé. Mais à la fin, on se retrouve, les joueurs se plaignent d'être mal nourris, mal logés, pas de prime, mal transportés. On se demande à la fin où est passé cet argent. Moi, mon inquiétude, c'est au niveau de... La transparence. La transparence. Mais justement, pour revenir à ça, Anthony, moi, je suis vraiment outré. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, comment est-ce qu'une équipe qui a réussi à se qualifier pour la CAN, donc qui a forcément eu des retours vis-à-vis des différentes institutions, etc., comment est-ce qu'elle arrive à demander à son peuple de financer la logistique d'une compétition? Mais où est passé cet argent? Est-ce que ça veut dire qu'ils avaient peut-être prévu de ne pas être qualifiés à la CAN, quelque part? Mais maintenant qu'ils sont qualifiés, maintenant qu'ils sont qualifiés, il y a forcément eu des retours. Oui. Et il y a forcément eu de l'argent qui a été déboursé, enfin qui a été reçu au sein de la fédération. Donc au bout d'un moment, ce budget qui est censé être transparent, où est-il? Pourquoi on arrive à en réclamer à nos citoyens
Qui ne gagnent pas déjà. Mais c'est grave quand même. Donc c'est juste une question de gestion et de l'argent encore. C'est grave. C'est qu'il y a de l'argent qui est censé entrer dans les caisses de l'État pour ce genre de probabilité, pour cette fédération, pour la promotion du football mauritanien. Où il est? On va faire quoi maintenant? On va demander aux Mauritaniens de donner de l'argent, alors qu'à la base de l'argent est déjà rentré d'un autre côté, sauf qu'il n'est pas ressorti du bon côté. C'est assez grave quand même. Moi je trouve ça assez. Bon, on l'aura compris en tout cas. Oui. Amédi ne donnera pas. On pourrait donner dans le cas où il y a une situation particulière, c'est-à-dire que le pays avec une grosse période de guerre et qu'il n'y a plus forcément d'argent, que les caisses ont été vidées, etc. Et qu'il y a un élan solidaire derrière cette situation-là exceptionnelle. C'est sûr que le message en lui-même dit que le pays est en crise, le pays n'a pas... C'est grave quand même. Mais en gros, ils auraient dû anticiper. On en revient encore au même point, les dirigeants, la gestion et l'anticipation. Messieurs, le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé. En tout cas, merci pour votre participation. Le débat a été animé. On espère en tout cas que vous aussi, il vous aura plu, vous aura passionné. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux si vous voulez commenter, partager l'actualité. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. Ciao, ciao.